Mesdames, Messieurs, bonjour. Premières images de ce journal, celle du championnat du monde sur route amateur qui a commencé il y a quelques instants. Vous voyez le départ juste à Mendrisio, en Suisse, près du lac de Lugano. Double intérêt de cette compétition. D'abord, on découvre la piste du championnat du monde sur route professionnelle qui va avoir lieu demain. D'autre part, cette compétition va permettre de repérer les meilleurs amateurs, c'est-à-dire les futurs professionnels du cyclisme. Patrick Chapuis, on ne le sait pas assez, mais il y a des femmes coureurs cyclistes et elles ont ouvert le feu ce matin. Oui, ce matin, elles ont fait 3 tours sur ce même circuit, 50 km exactement, et c'est une soviétique qui s'appelle Anna Konkina qui a confirmé son titre de l'an dernier, puisque déjà l'an dernier, à l'Esther, elle avait été championne du monde. Ce championnat du monde amateur sur route, eh bien vous l'avez dit, il a lieu à Mendrisio, près du lac de Lugano, et nous allons découvrir plutôt tout au long de la journée, puisque nous suivrons tout à l'heure, en fin de journal, avec Jean-Michel Lelio, vers 13h25, nous aurons donc un insert en direct, et puis vers 15h, nous aurons la suite de cette course. Nous allons découvrir un circuit assez difficile. C'est sur un parcours de 16 km 800, qui comprend notamment l'ascension de la côte de Novazzano sur plus de 2 km, que les professionnels demain se retrouveront, Merckx, Ocaña, Poulidor pour la France, et nous aurons en direct, demain encore, dans le journal de 13h, pour faire le point, nous nous retrouverons sur ce championnat du monde professionnel. Les amateurs que nous voyons actuellement sont partis pour 168 km. On attend surtout les Belges qui ont fait très grosse impression en remportant les 100 km contre la montre par équipe. Mais les amateurs français ont aussi quelques chances, et l'on pense principalement à Régis Ovion, qui vient de remporter 2 étapes dans une course en Suisse qui s'appelle le prix Guillaume Tell. Il avait gagné déjà la Route de France en 70 et 71, et paraît-il, il ressemble à Fausto Coppi. En tout cas, il fait un temps magnifique. Oui, temps magnifique. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure en fin de journal, vers 13h25, avec Jean-Michel Lelio pour le point en direct. Un autre départ, mais pour une course différente, en fait une course au contrat d'achat, départ du Concorde pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres en Amérique du Sud. C'est sa première traversée transatlantique. Le Concorde sera accompagné par 2 ministres, M. Giscard d'Estaing, les Finances, et M. Chamand, les Transports, qui participeront à plusieurs vols de démonstration. Voici d'ailleurs, tourné ce matin à Toulouse, le départ du Concorde sur les traces de Mermoz. C'est à la fois une démonstration, nous l'espérons du moins, opérationnelle, capacité de Concorde. C'est une tournée dans des pays auxquels nous lient les vieilles routes aériennes françaises, et qui est un pays avec, en plein devenir, avec d'énormes potentiels humains et économiques, et des pays amis. Alors voilà, nous partons, nous avons passé à la météo ce matin, où le prévisionniste, M. Lefebvre, qui travaille souvent pour nous, nous a fait la révision de la météo. Vous savez, il n'y a pas grande surprise sur les météos en pays tropicaux. Elles sont à peu près les mêmes d'un jour à l'autre, donc c'est conforme à nos prévisions et à notre route. Ce serait une occasion exceptionnelle de présenter l'appareil aux compagnies commerciales d'Amérique du Sud. Les liaisons entre l'Europe et l'Amérique du Sud sont en effet typiquement des liaisons sur lesquelles la mise en service de Concorde apportera une transformation profonde en raccourcissant considérablement la durée du voyage. Monsieur le Président, l'Amérique du Nord ne sera pas loin. Est-ce que vous pensez que ce vol aura d'intéressantes répercussions là-bas? Oh, je crois que l'intérêt en Amérique du Nord est croissant, comme vous pouvez le voir à travers des rapports qui sont diffusés dans la presse américaine. Et je pense que ce sera une prochaine occasion, quand nous aurons l'appareil de série et que nous aurons commencé les vols de certification, que nous pourrons aller faire une présentation en Amérique du Nord. Un télégramme à l'instant, Concorde vient d'arriver à Cayenne pour une escale technique. Le prochain voyage du Concorde sera d'ailleurs peut-être Pékin. En effet, on a appris qu'une délégation d'experts français et britanniques était partie pour la Chine populaire. Les Chinois se montreront fort intéressés par le Concorde. Au moment où le prototype franco-anglais vole donc au-dessus de l'Atlantique, maintenant il est arrivé à Cayenne,
Un autre géant prend contact avec son élément. Il s'agit du Cetra Centaurus. C'est un pétrolier minéralier de 170 000 tonnes. C'est le plus gros navire jamais construit en France sur cale inclinée. Il est équipé de moteurs, les moteurs les plus puissants que l'industrie française ait jamais construits. Nous aurons des images du lancement probablement ce soir. En attendant, Édouard Laure vous fait faire la connaissance de ce nouveau monstre de la mer. Le Cetra Centaurus, pétrolier minéralier, 170 000 tonnes, la plus importante réalisation des chantiers de Dunkerque sur cale inclinée. 300 mètres de long, 43 mètres de large, un navire polyvalent capable de transporter aussi bien du minerai que du pétrole brut, moyennant quelques transformations effectuées par l'équipage lui-même. Le moteur, 30 400 chevaux, le plus puissant moteur diesel jamais réalisé en France. 37 personnes suffisent à la marche du Cetra Centaurus. Chaque membre de l'équipage sera logé en cabine individuelle avec tout le confort et air conditionné. À ajouter aux locaux traditionnels, une salle de sport avec piscine incorporée, une salle de conférence et un atelier de bricolage. L'hélice est à la dimension du navire, 5 pales, 8 mètres de diamètre. Le Cetra Centaurus est une commande du Consortium européen de transport maritime. Incendie cette nuit dans le port de Strasbourg, c'est un pétrolier qui a pris feu, le Marie-Jeanne. Il est à peu près certain maintenant qu'un garçon de 16 ans, le fils du capitaine, est mort dans l'incendie. C'est une explosion, semble-t-il, qui est à la base de ce drame. Donc voici les images transmises par notre station de Strasbourg. Il y a déjà 16 heures que l'épave de la Marie-Jeanne brûle. Pour éviter tout risque de pollution des eaux du Rhin, on a décidé de laisser les flammes épuiser les 900 tonnes de supercarburant sous la surveillance des lances des pompiers. On a eu très peur hier soir quand l'incendie s'est déclaré à l'issue du transvasement de l'essence d'un pétrolier suisse à bord de la Marie-Jeanne. Les vapeurs des réservoirs vides faisaient peser une grave menace sur les alentours. Le danger d'explosion écarté, c'est alors l'heure du premier bilan. L'un des fils du capitaine a péri dans les premières flammes. 2 autres jeunes gens luttent en ce moment même contre la mort au service de réanimation de Strasbourg. Toute la nuit, on a cherché à deviner ce qui s'est passé. Certains témoins disent avoir vu une étincelle avant l'explosion. D'autres parlent d'un coup-circuit. Mais les installations électriques n'avaient que 2 mois sur la Marie-Jeanne. Alors saura-t-on jamais? Affaires politiques et économiques, le dollar hier a atteint son cours plancher à la Bourse de Paris depuis la mise en place des mesures de protection du franc. Deuxième chose, dernière mise au point lundi du budget 72, tandis que le ministre des Finances, M. Giscard d'Estaing, décide de proposer aux commerçants et aux industriels français un contrat anti-hausse. 3 dossiers qui sont liés entre eux, Michel Tardieu, et qui méritent quelques commentaires. D'abord, le budget. Oui, le budget est de plus en plus difficile à mettre au point puisque on sait qu'il était jusqu'ici prévu en déséquilibre, avec un déséquilibre assez important, et que le ministre des Finances essaye précisément actuellement de le rééquilibrer. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il était de plus en plus difficile parce que, en même temps, le ministre des Finances a annoncé ce qu'il appelle le contrat anti-hausse. Le contrat anti-hausse, ça consistera à demander aux industriels et aux commerçants de renoncer à changer leurs tarifs, à augmenter leurs prix, en échange de quoi le gouvernement, lui, s'engagera à ne pas accroître les charges des entreprises, notamment en n'augmentant pas le prix des tarifs publics. C'est une nouvelle présentation de la lutte contre l'inflation qui est surtout destinée à frapper l'opinion. Parce que le ministre veut prouver, après tout, que la hausse des prix n'est pas inéluctable, qu'il faut rompre cette psychose qui pousse les Français, généralement pour lutter contre la hausse des prix, à essayer d'augmenter leurs propres prix avant ceux des autres ou à augmenter tout simplement leur rémunération quand ce sont des salariés. Et le ministre essaye de frapper l'opinion parce que, comme on dit parfois pour plaisanter, nous sommes à l'instant psychologique. Tout ce qui se passe dans la tête en ce moment est plus important que les mécanismes économiques. C'est vrai sur le plan intérieur, il est plus important de savoir ce qui se passe dans la tête des chefs d'entreprise et des ménagères que de savoir combien il y a de réserves dans les caves de la Banque de France en ce moment. C'est vrai aussi sur le plan extérieur. Il est difficile en effet de rendre compte des mouvements monétaires car finalement, aujourd'hui, ils dépendent principalement de ce que pensent les spéculateurs. Selon que les spéculateurs croient que M. Nixon est plus crédible quand il dit que le dollar ne sera pas réévalué, ou que M. Schiller est plus crédible quand il dit que le mark ne sera pas réévalué. Quand j'ai dit M. Nixon, c'était dévalué, parce que bien sûr, il s'agit de dévaluation du dollar et de réévaluation du mark. Et quand M.
Valéry Giscard d'Estaing a dit que le franc, lui, ne sera ni réévalué ni flottant. Eh bien, tout dépend de savoir à qui le spéculateur fait le plus confiance et selon sa propre croyance, il met son argent dans un pays ou dans l'autre. Donc je le répète, c'est l'instant psychologique et c'est pourquoi le ministre des Finances essaye de frapper l'opinion. À cela, on peut ajouter des chiffres publiés cette semaine, chiffres qui démontrent que les Français, contrairement à ce que d'aucuns pensaient, que les Français donc mettent de l'argent de côté. Pourquoi? Comment? Réponse de Jacques Idier. Monsieur Lille, les dépôts dans les caisses d'épargne pour les 6 premiers mois de l'année ont augmenté de 22%, ce qui est beaucoup. Cela veut-il dire que brusquement les Français se sont enrichis et qu'ils ont épargné leur argent? Je crois que votre réponse est en partie vraie, mais en partie seulement. Il y a eu certainement un accroissement des revenus des ménages cette année qui explique en partie cet accroissement de l'épargne. Mais je crois que pour avoir une explication plus complète, il faut se rappeler les mesures qui ont été prises depuis 2 ans et demi maintenant, pour encourager l'épargne des particuliers. Ces mesures qui, dans le cas des caisses d'épargne, ont comporté le relèvement du plafond à 20 000 francs et surtout le relèvement du taux d'intérêt qui maintenant atteint 5% net d'impôt jusqu'au plafond. Ces mesures ont été prises après les événements de 68 et les événements monétaires de 69 et de la dévaluation, afin d'inciter les Français à placer de nouveau leurs ressources en caisse d'épargne, dans cette forme de placement dont il ne faut pas oublier que le produit sert très largement à financer les investissements collectifs, les investissements des collectivités locales et le logement social. Ces 22% d'accroissement viennent d'une épargne qui existait déjà. Elles viennent en effet, ces 22% d'accroissement viennent en partie, vous le disiez vous-même au début de cet entretien, d'un accroissement des revenus, mais ces 22% sont en partie constitués par des ressources qui avaient été placées en d'autres formes de placement, notamment dans de l'immobilier. Je pense qu'il y a eu un certain transfert, un certain reflux de l'immobilier vers les dépôts en caisse d'épargne. Monsieur Tardieu, est-ce qu'on peut penser que ce mouvement va se poursuivre, ce mouvement d'épargne? C'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi une autre cause à l'accroissement de l'épargne en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Il est certain que lorsque les Français se demandent un petit peu ce que l'avenir leur réserve, on a parlé parfois de rentrée sociale difficile, il y a des événements monétaires, tout ça peut inciter les gens à mettre de l'argent de côté. Mais il faut dire aussi qu'il y a un mouvement à long terme, que le Français est épargnant dans l'âme, il n'y a qu'à regarder les statistiques pour s'en apercevoir. M. Giscard d'Estaing a dit qu'il voulait que les Français soient les Japonais de l'épargne, mais je ne crois pas qu'on ait besoin d'un exemple aussi lointain. Les Français épargnent, ils ont l'habitude d'épargner leur argent, et je crois qu'ils le font de plus en plus en le mettant dans les caisses d'épargne ou ailleurs, parce qu'ils sont plus intelligents qu'avant pour la plupart, et qu'ils s'aperçoivent que garder des billets de banque sous son matelas ou dans une lessiveuse, c'est un mauvais système, qu'à tout prendre, il vaut mieux avoir les 5% d'intérêt d'une caisse d'épargne qui compense à peu près la hausse des prix. Le Premier ministre, lui, a décidé de relancer la lutte contre les taudis. En France, vous le savez, 1,5 million de personnes vivent encore dans des logements insalubres. M. Chaban-Delmas décide donc la création d'un fichier central des mal logés dans chaque ville de plus de 100 000 habitants, c'est une première étape, et demande au préfet qu'une priorité soit donnée à leur relogement et aussi à la lutte contre ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Les policiers français sont, disent-ils, à moitié satisfaits des projets de réforme que le ministre de l'Intérieur leur propose. M. Marcellin a reçu hier M. Gérard Monat, le leader du syndicat indépendant de la police, et s'entretient aujourd'hui avec les délégués d'officiers de police. À son tour, le gouvernement belge vient de répondre d'accord à la proposition de M. Georges Pompidou sur les problèmes de drogue. Le président, vous vous en souvenez, a proposé au gouvernement de la petite Europe la mise en place d'organismes de coordination pour lutter contre les trafiquants de drogue. Enfin, le conseil d'administration de l'ORTF a approuvé plusieurs nominations. M. Pierre Sabag quitte la direction de la première chaîne pour prendre celle de la deuxième chaîne couleur. M. Roland Dordain quitte la direction de la radiodiffusion pour prendre la direction de la première chaîne. Quant à M. Jacques Salbert, producteur du Club de la presse à Information Première, il est nommé directeur de la radiodiffusion. La direction de l'information à la radiodiffusion étant maintenant assurée par M. Lucien Renaud. Ainsi, à partir du 15 septembre, la direction de la première chaîne de télévision sera assurée par M. Roland Dordain et M. Pierre Desgros pour l'information. Hier, par ailleurs, M. Roland Dordain a pris sa nomination au titre d'officier des arts et des lettres. Quant à la direction de la deuxième chaîne de télévision, elle sera assurée par M. Pierre Sabag et Mme Jacqueline Baudrier pour l'information. Les affaires de l'étranger maintenant, signature hier donc avec 24 heures de retard de l'accord sur Berlin. Un accord que certains Allemands de l'Ouest ne considèrent pas comme tout à fait satisfaisant, et c'est d'ailleurs pour les convaincre que le chancelier fédéral Willy Brandt s'est expliqué hier à la télévision allemande. Christian Guy. Liebe Landsleute, viele von Ihnen
À l'avenir, il ne devrait plus y avoir de crise à propos de Berlin. Voilà la signification essentielle de cet accord. Et pour le chancelier allemand, après toutes ces années d'insécurité, c'est beaucoup. Monsieur Willy Brandt a toutefois reconnu que l'accord quadripartite n'était pas parfait. Mais selon lui, on ne pouvait pas attendre sérieusement la disparition du mur de Berlin dans cette phase de l'histoire. Il a ensuite insisté sur les améliorations apportées à la libre circulation sur les voies d'accès à Berlin-Ouest, ainsi que sur les visites que les Berlinois de l'Ouest pourront faire à Berlin-Est et en République démocratique allemande. Pour M. Brandt, les liens entre Berlin-Ouest et la République fédérale ne peuvent plus aujourd'hui être remis en cause. Les habitants de Berlin-Ouest vont enfin pouvoir travailler et vivre en sécurité. Mais pour le chancelier, cet accord représente surtout, dans une perspective plus large, un pas important dans les règlements de tous les problèmes liés à la division de l'Europe. Les autres télégrammes de l'étranger, le corps d'Eva Perón a été remis hier à son époux, l'ancien président argentin, dans sa villa de Madrid. Le transfert a été effectué en grand secret. Le corps est venu d'Italie, a traversé le midi de la France, puis est entré discrètement en Espagne. Eva Perón, je vous le rappelle, est décédée en 1952, à l'âge de 32 ans. Elle souffrait d'un cancer de l'estomac. Ce dénouement n'enlève rien au mystère, à la question que tout le monde se posait depuis plus de 15 ans. Et ce matin, personne ne sait encore où se trouvait le cercueil depuis la chute du régime du président Perón. Le Caire, le huis clos a été prononcé pour le procès des 12 principaux accusés dans le complot contre le président Sadat. Avant ce huis clos, le procureur général avait réclamé la peine de mort pour 9 accusés, en particulier pour l'ancien vice-président, M. Ali Sabri, que vous voyez ici. Irlande, encore un attentat à la bombe cette nuit, un homme en est mort. Hier, une fillette de 17 mois, dont voici la photo, a été tuée par une balle perdue. C'est le 3e enfant victime des émeutes de la crise irlandaise. Soldats britanniques et partisans de l'IRA se rejettent la responsabilité de la mort de cet enfant. En France, les œuvres d'art vont peut-être avoir pour cadre les parcs régionaux, en somme des musées en plein air. C'est la proposition qu'a faite hier le ministre de l'Environnement, M. Poujade, aux 600 directeurs des plus importants musées du monde, réunis en congrès à Grenoble à partir de demain. À ces directeurs de musées, le ministre des Affaires culturelles, M. Jacques Duhamel, a posé hier la question en les recevant: quelle société préparons-nous ? Quelle est la place du musée dans la vie moderne? Eh bien, c'est une question à laquelle Édouard Laure a tenté de répondre en compagnie du conservateur du musée Rodin à Paris. Je crois que nous avons un incident dans le déroulement de ce reportage. Je vais demander à la régie si nous pouvons... Nous sommes dans les jardins du musée Rodin, un musée parmi beaucoup d'autres à Paris. Combien avez-vous eu de visiteurs là? L'an dernier, c'est entre 100 000 et 105 000 que nous pouvons chiffrer le nombre des visiteurs payants, auxquels s'ajoutent bien entendu tous les jeunes et tous ceux qui bénéficient de la gratuité du droit d'entrée. Est-ce que vous estimez que c'est un bon chiffre? Ça n'est jamais un bon chiffre pour un conservateur. Plus il accueille de visiteurs, plus il est heureux. C'est ainsi que cette année, nous espérons avoir certainement 20% de visiteurs en plus que l'année dernière. À la porte d'entrée de ce musée, il y a une plaque sur laquelle on lit « Visite de 10h à midi et de 14h à 17h ». Oui. Est-ce que vous pensez que ce sont des heures qui permettent à beaucoup de gens de visiter un musée? Oui, malheureusement, il y a ici un fonctionnement qui est particulier dans notre organisation du musée Rodin, c'est qu'il y a des questions de budget pour le personnel. Vous savez que malheureusement, le budget des musées de France n'est pas suffisant pour avoir un personnel à temps complet toute la journée. Et dans un établissement comme le nôtre, ceci justifie que nous n'ouvrons pas à l'heure du déjeuner. Oui, cela dit, vous recherchez quand même le client, certains l'ont compris. Si on prend un exemple, par exemple les grands magasins, eux, ils ouvrent parfois jusqu'à 22h. Oui, mais voyez-vous aussi, nous faisons un effort dans la présentation de nos salles, un effort pour nous permettre d'ouvrir le soir. Or, des statistiques très sérieusement établies à la réunion des musées nationaux pour le musée du Louvre ont prouvé que les ouvertures le soir n'attiraient pas tellement de visiteurs qu'on pouvait le supposer. J'ai l'impression qu'un musée est un immeuble dans lequel on emmagasine des œuvres d'art
pour les conserver, mais pas tellement pour l'accueil des visiteurs. C'est une conception qui était celle du 19e siècle ou du début de notre siècle, mais depuis la dernière guerre et un peu partout dans le monde, on a renouvelé complètement la conception du musée qui est tout à fait dépassée. Le musée tel que vous venez d'essayer de le définir. Car le musée n'est pas un établissement où l'on conserve seulement les œuvres d'art. On conserve les œuvres d'art parce que c'est la première des missions du musée, mais on les conserve pour en permettre la diffusion de plus en plus large dans le public. Passons au sport maintenant. Patrick Chapuis, nous allons retourner au championnat du monde tout à l'heure, mais auparavant, le tennis, il n'y reste plus de Français à Forest Hill, je crois. Eh bien, il n'y a plus de Français. Le dernier Français a été éliminé. Il s'agissait de Pierre Barthès, qui a été éliminé dans ce tournoi de Forest Hills par Jan Kodeš. Jan Kodeš n'est pas le premier venu, puisque vous savez qu'au début de ce tournoi, il a déjà éliminé John Newcombe, le vainqueur de Wimbledon. Kodeš a gagné en 5-7, 2-6, 5-7, 6-4, 6-4, 6-3. Il faut remarquer que Barthès avait très bien commencé, puisqu'il a remporté les 2 premiers sets. Il servait très bien. Il avait servi, voici Kodeš, le vainqueur de Barthès. Barthès avait servi 24 services gagnants au cours des 3 premiers sets. Mais ensuite, il a multiplié les doubles fautes. Il ne reste donc plus maintenant que les femmes françaises dans ce tournoi de Forest Hills. Gaëlle Chanfrault, qui est qualifiée pour les 8e de finale, et Françoise Dur, qui tout à l'heure va essayer de se qualifier également. Une dépêche importante vient de tomber à l'instant. Christian Carrère, le capitaine de l'équipe de France de rugby, qui jouait à Toulon la saison dernière et qui devait passer au stade Tarbet, a finalement décidé d'annuler sa demande de mutation. Il jouera sans doute l'année prochaine donc à nouveau à Toulon. En tout cas, c'est ce matin M. Santini, le directeur sportif du RC Toulon, qui a fait connaître cette nouvelle. Les autres titres de l'actualité sportive nous viennent tous d'Allemagne. À Leipzig, dans le match de natation qui opposait les USA à l'Allemagne de l'Est, c'est Roland Mathès qui a battu 2 records. Record du monde du 200 mètres d'eau en 2 minutes 5 secondes et 6 dixièmes. Record d'Europe du 100 mètres papillon pour l'Allemand de l'Est en 55 secondes et 7 dixièmes. Toujours en Allemagne, à Ludwigshafen, au championnat du monde de judo, excellent résultat pour le Français Guy Offray, qui a remporté la médaille d'argent. C'est la première fois depuis 13 ans qu'un judoka français obtient un aussi bon résultat. Guy Offray était déjà champion d'Europe. Il est ici à gauche et il a accédé aux demi-finales contre le japonais Yigemitsu, qui porte un bandage à la cheville. Yigemitsu l'a emporté à l'issue du temps réglementaire qui est de 8 minutes pour une demi-finale. Il l'a emporté par décision de l'arbitre, mais Offray a montré d'excellentes qualités techniques et surtout, il a démontré qu'il avait su vaincre une certaine timidité naturelle qui le gênait un peu sur le tatami. Yigemitsu, son vainqueur, a disputé la finale contre un autre japonais, Shozo Fuji, qui a 20 ans est devenu champion du monde des moyens. Nous restons en Allemagne, mais nous sommes à Kiel cette fois, sur la Baltique, où se déroule actuellement la semaine pré-olympique de la voile. Hier, un jeune équipage français a remporté la 6e régate dans la série des Flying Dutchman que nous suivons ici. Il s'agit des frères Yves et Marc Pajot de la Baule, qui ont respectivement 19 et 17 ans. Le Flying Dutchman est un dériveur à 2 équipiers de 6 mètres de long, très rapide, très athlétique. Vous remarquez ici l'équipier au trapèze qui équilibre son bateau avec le poids du corps. Ce bateau a été retenu pour les Jeux Olympiques de 72 qui auront lieu à Munich, vous le savez, et en ce qui concerne les régates, sur ce plan d'eau de Kiel. Il faut signaler un cas assez exceptionnel dans ces régates. Il s'agit du Danois Paul Elvström qui avait remporté son premier titre olympique à l'âge de 18 ans et qui aujourd'hui, à 42 ans, est en passe, non pas de remporter un nouveau titre olympique, mais il va gagner cette semaine de Kiel et pourrait bien, 24 ans après sa première médaille, remporter une 5e médaille d'or, ce qui est assez exceptionnel en yachting. Retournons maintenant au championnat du monde sur route amateur. Jean-Michel Leliot. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous, ici Mendrisio, nous allons vous retransmettre ce championnat du monde des amateurs entre 15h et 15h45 et pour l'arrivée entre 17h et 17h45 et ce
en direct auparavant. Vous pourrez suivre sur vos écrans de la première chaîne des séquences préenregistrées. Autant vous dire tout de suite que le lot est très relevé de ces championnats du monde, plus de 150 concurrents, 29 pays représentés, par équipe de 6 hommes pour les pays qui sont bien nantis, en particulier la France avec Claude Mamy, Alain Bernard, Patrick Béon, Marcel Duchemin, Régis Auvion et Bernard Gouraud. Voilà pour l'équipe de France emmenée par, vous le savez, le coach, le manager Robert Houbron. En ce qui concerne les échappées, alors que la course a démarré exactement à 13h, c'est-à-dire au moment où commençait ce journal, eh bien, il y a eu des tentatives des premiers kilomètres. On ne sait pas encore si c'est sur un circuit assez difficile, ma foi, où la chaleur peut faire son effet, si c'est une échappée de longue haleine qui réussira ou une échappée au sprint, comme le disent les professionnels. Les avis sont très partagés. Le tout, c'est de savoir exactement si les hommes seront assez forts pour résister, en particulier dans cette très longue côte que les hommes doivent accomplir aujourd'hui 10 fois, car c'est un circuit de 16 km et le circuit total fait 170 km, 168 pour être précis. Ceux qui sont en tête pour l'instant, on a, regardez avec les numéros que vous devinez peut-être sur vos écrans, Cornelius Keken, le Hollandais, avec le 20, Louis Verreide, le Belge, à surveiller, le 164, Jean-José Tenia. Il y a également le 77, Axel Péchel, coureur très connu d'Allemagne de l'Est, et le 202, Kommatov de l'Union soviétique. Vous voyez une échappée très cosmopolite, pour l'instant aucun Français, seul Magny s'est montré, et il y a quelques garçons qui ont déjà abandonné, en particulier ce Suisse ici, je ne sais pas trop pourquoi, malade vraisemblablement, mais la chaleur va faire déjà ses premiers effets. Ici Mendrisio, rendez-vous donc sur vos écrans à 15h pour le début de ce reportage, et puis vers 17h pour l'arrivée de ces championnats du monde amateurs. Une précision pour les amateurs d'aéronautique, Concorde a effectué le trajet entre les îles du Cap-Vert et la Guyane française en 2 heures 2 minutes, environ donc 4000 km. Le Concorde repartira lundi matin pour Rio de Janeiro. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. Au revoir.